Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, nous allons continuer le cours complet de pisciculture où nous vous donnons des notions de base vous permettant de vous en sortir en matière de pisciculture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation, de l'aspect sanitaire et de la reproduction des poissons. Donc, on aborde premièrement l'alimentation des poissons. Normalement, deux types d'aliments sont à la disposition des poissons, les aliments naturels et les aliments supplémentaires. Les aliments naturels du poisson sont le phytoplancton, le zooplancton, le périphyton, les plantes aquatiques, etc., produits dans l'étang même. Les aliments supplémentaires sont produits en dehors de l'étang et on les fournit régulièrement aux poissons pour augmenter la quantité d'éléments nutritifs dans l'étang. Nous venons d'introduire cette partie concernant l'alimentation des poissons. Nous allons nous attaquer maintenant aux aliments naturels. Les aliments naturels. Les aliments naturels dans l'étang consistent principalement en phytoplancton. On peut augmenter la quantité de phytoplancton avec des apports de fertilisants dans l'étang. Lorsqu'on parle des aliments naturels, il s'agit principalement du phytoplancton. On peut aussi trouver du zooplancton. Donc, lorsqu'on parle de phytoplancton ici, il s'agit en termes simples, de petites plantes qui se retrouvent dans l'eau et que les plantes peuvent consommer. Si on va s'exprimer de façon simple. Et pour augmenter cette production de petites plantes-là, on peut apporter des fertilisants pour pouvoir booster cette production-là. La transparence de l'eau en tant qu'indicateur de fertilité de l'étang. Donc, d'abord, il faut savoir que la fertilisation consiste à apporter des éléments nutritifs, des sels minéraux bien sûr, qui seront utilisés par les plantes, par le plancton, le phytoplancton, pour se développer. La transparence de l'étang peut varier de presque nulle en cas d'eau très turbide à totale à eau très claire. Elle dépend de la turbidité de l'eau, c'est-à-dire de la quantité de matériaux en suspension comme le phytoplancton, des particules de sol. Souvent, les floraisons d'algues rendent l'eau verdâtre. Si on mesure la transparence de l'eau d'un étang verdâtre, on peut se faire une idée de la quantité de phytoplancton qui s'y trouve et donc de la fertilité de l'étang. Donc, lorsqu'on parle de la transparence de l'eau, c'est-à-dire cela est évalué par rapport au, on va dire par rapport aux substances en suspension dans l'eau. C'est-à-dire et par rapport au fait, par rapport au niveau de clarté de l'eau. Et ce niveau de clarté dépend de plusieurs paramètres. Ça peut dépendre des fois ça peut des fois dépendre du fait qu'il y a certains métaux et autres choses dans l'eau. Ça peut aussi dépendre du plancton. Donc, même lorsqu'on n'a pas d'appareil de mesure et qu'on constate que l'eau est verdâtre, cela peut signifier qu'il y a une grande floraison d'algues. Lorsque l'eau est trop verdâtre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de plancton. Et là, naturellement, il faut arrêter la fertilisation. On peut mesurer la transparence de l'eau à l'aide d'un disque de Secchi, comme nous l'avons vu dans le chapitre 4. Un disque de Secchi est un disque en métal tout à fait blanc
ou blanc et noir mesurant entre 25 et 30 cm que l'on peut facilement fabriquer à la main. Le disque est attaché à une corde qui est marquée tous les 5 cm. Donc pour ceux qui connaissent le disque de Seiki, c'est un appareil tout juste pour voir le niveau de transparence de l'eau, pour évaluer la turbidité de l'eau. De façon simple, c'est que on enfonce le disque de Seiki petit à petit jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc, lorsque le disque de Seiki disparaît, on sait que la transparence de l'eau s'arrête à ce niveau-là. Afin de mesurer la transparence de l'eau, on y prend le disque en le faisant descendre jusqu'à la profondeur exacte où il disparaît de vue. Les marques sur la corde permettent de déterminer la profondeur. Donc là, c'est très simple. Tout le monde, plusieurs personnes peuvent être à mesure de comprendre cela. Dans le tableau 6, sont présentés les actions à entreprendre pour les différentes valeurs que l'on peut obtenir. Donc, nous avons premièrement, lorsque le cas où la transparence est de 1 à 25 cm, donc densité de phytoplancton trop élevée, risque de carence d'oxygène pour les poissons à l'eau. Dans ce cas, il faut stopper les apports d'aliments et de fertilisants. Il faut observer régulièrement le comportement des poissons. Si les poissons viennent à la surface pour prendre de l'oxygène, il est nécessaire de remplacer l'eau. Turbidité de 25 à 30 cm. Abondance de phytoplancton. Optimal pour la production des poissons. Continuer la routine des applications d'aliments et ou des fertilisants au même rythme. Lorsque la transparence est supérieure à 30 cm, cela veut dire que la densité de phytoplancton est trop faible. Donc, dans ce cas, il faut stimuler les floraisons d'algues en ajoutant davantage d'aliments et ou des fertilisants pour obtenir une transparence d'eau de 25 à 30 cm. Parce que 25 à 30 cm, c'est le niveau optimum, c'est le niveau recommandé. On peut empoisonner l'étang à partir du moment où la production naturelle d'aliments est suffisante pour entretenir la croissance des poissons. Cela correspond à une transparence d'eau située entre 15 et 25 cm. Donc, lorsqu'on a un étang, avant de faire l'empoisonnement, c'est mieux que la production d'aliments naturels atteigne un certain niveau d'abord avant de faire l'empoisonnement. Donc, si on a un disque de Seiki, on peut vérifier, essayer de voir si la transparence de l'eau peut varier est dans les proportions de 15 à 25 cm. Nous allons maintenant aborder ce qui concerne les aliments supplémentaires. Les aliments supplémentaires. Lorsqu'on jette des aliments supplémentaires dans l'étang, les poissons en mangent immédiatement une partie. Les aliments non consommés agiront en tant que fertilisant pour l'étang. Cependant, même dans les étangs où l'on apporte de grandes quantités d'aliments supplémentaires, la nourriture naturelle joue un rôle très important pour la croissance des poissons. En général, on peut utiliser les déchets organiques locaux en tant qu'aliments supplémentaires pour les poissons. Le type d'aliment dépendra de la disponibilité locale des frais liés et des espèces de poissons en culture. Donc, naturellement, lorsque nous avons un étang, on doit veiller à ce qu'il y ait des aliments naturels. Maintenant, pour booster la production, il faut ajouter certains aliments supplémentaires. Ça peut être des aliments industriels ou bien des résidus, des déchets industriels et autres, toujours pour pouvoir booster la production. Cela, ça dépend des moyens de l'éleveur, du milieu dans lequel on se trouve, du coût de l'alimentation. Les exemples typiques d'aliments supplémentaires
sont le riz concassé, les miettes de pain, les céréales, les résidus de céréales, la farine de maïs, l'herbe de Guinée, le napier, les fruits, les légumes, des toutous d'arachide et de soja et les restes provenant de brassage. Quelques principes directeurs pour nourrir les poissons figurent ci-dessous. Apporter la nourriture chaque jour à la même heure et au même endroit. Les poissons s'y habitueront et s'approcheront de la surface de l'eau. Cela vous permettra d'observer les poissons pour voir s'ils mangent bien et se développent correctement. Les apports de nourriture devraient avoir lieu à la fin de la matinée ou tôt dans l'après-midi, lorsque le taux d'oxygène dissous est élevé. Les poissons auront alors suffisamment de temps pour se remettre de l'activité alimentaire qui demande beaucoup d'oxygène avant la tombée de la nuit. Donc, pour alimenter les poissons, il y a certains paramètres qu'il faut observer. Ce serait mieux d'alimenter les poissons tous les jours à la même heure et au même endroit. Parce que naturellement, les animaux ont certains réflexes. Donc, cela va faire que à la période là, ils vont naturellement se diriger vers cet endroit. Ils sauront qu'à cette période là, ils doivent manger tel type de nourriture. Et cela permettra à l'éleveur d'observer les poissons. Parce que, comme vous le savez, dans tout type d'élevage, il faut avoir l'œil d'un observateur. Il faut suivre le comportement des animaux pour pouvoir déceler les maladies et suivre aussi leur croissance. Donc, on peut choisir soit de nourrir les poissons à la fin de la matinée, parce que en ce moment-là, le taux d'oxygène est élevé, puisque après que le soleil s'est levé, les phytoplanctons ont déjà produit assez d'oxygène. Ils auront déjà produit assez d'oxygène dissous. Comme l'alimentation des poissons est quelque chose qui nécessite beaucoup d'oxygène, beaucoup de dépenses en oxygène, cela va permettre aux poissons de pouvoir s'en remettre après cette activité-là, de pouvoir se retrouver après cette activité-là. Ne suralimentez pas vos poissons. Tous les aliments en excès pourriront, ce qui consommera trop d'oxygène disponible dans les temps. C'est vrai, lorsqu'il y a un surplus d'aliments, et le reste qui n'est pas consommé va se décomposer et sera fait des fertilisants. Mais le problème qui est là, c'est que pour la décomposition des aliments, bien pour la décomposition de la matière organique, il faut de l'oxygène. Or, si dans les temps, il y a beaucoup d'oxygène qui est utilisé pour la décomposition de la matière organique, ce ne sera pas bien pour les poissons. Arrêtez de nourrir les poissons au moins un jour avant la reproduction, la récolte ou avant de les transporter. Le stress provoqué par ces événements conduira les poissons à excréter des résidus rendant l'eau turbide. En général, on fait jeûner le fretin pendant 24 heures, les alevins pendant 48 heures et les poissons adultes pendant 72 heures. Ainsi, les poissons pourront digérer complètement leur nourriture avant que se produise l'événement stressant. Lorsqu'il y a certains événements stressants, cela fait que les poissons, des fois, rejettent la nourriture qu'ils ont consommée, ou bien une partie de la nourriture qu'ils ont consommée. C'est pour cela qu'avant certains événements, c'est mieux d'arrêter l'alimentation pour un temps. Par exemple, lorsqu'on veut faire une récolte, lorsqu'on veut faire un transport, bien
Lorsqu'il y aura reproduction, des fois c'est mieux. Ce qui est idéal, c'est d'arrêter l'alimentation pour un certain temps. Selon la taille, par exemple, avec le fouetté, on peut arrêter l'alimentation pendant 24 heures. En fait, ça dépend des circonstances. Toujours est-il qu'il faut mettre le poisson à jeûne pour un temps. Les préférences alimentaires des espèces de poissons qui font souvent l'objet de la pisciculture se trouvent dans l'annexe 1. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez ma vidéo et partagez-la. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.